Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'église Sainte-Marie-du-Mont a été investie par les parachutistes américains le 6 juin 1944 et comment son clocher a été gravement endommagé par des tirs amis. L'histoire de cette église remonte au XIe siècle, au début de l'art roman, par la construction de ce qui est aujourd'hui la nef centrale. L'église fut agrandie par étapes successives au cours des 5 siècles suivants. Son clocher culmine sous cette forme depuis la fin du XVIIe siècle à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant ainsi un magnifique panorama sur cette région. En l'espace d'un millénaire, elle a été agrandie, transformée, endommagée par les guerres, la Révolution et la foudre qui s'abattit sur le clocher un jour d'été à la fin du XIXe siècle. Mais elle sera toujours réparée, restaurée et embellie. La Deuxième Guerre mondiale a bien failli être fatale à son clocher qui servait alors de poste d'observation à l'occupant allemand depuis la fin de l'année 1943. 2 guetteurs étaient donc en faction dans le clocher depuis le début de la soirée du 5 juin 1944, munis de leurs appareils d'observation et de leur téléphone, prêts à déclencher l'alerte en cas d'attaque ou d'activité suspecte. David Buck Rogers, sergent dans la compagnie de commandement du 501e régiment d'infanterie parachutiste, atterrit à 1h20 du matin dans ce champ situé à une centaine de mètres du château, au bord de la route menant à Brucheville, dans cette haie située juste en face de nous. Quelques minutes plus tard, il était rejoint par son supérieur, le sergent-chef Isaac Cole, puis par 7 autres parachutistes de la 101e aéroportée qu'il ne connaissait pas, mais tous contents de se retrouver et former une petite troupe de combat. Le groupe se dirigea alors dans le village. Buck Rogers savait exactement où ils étaient, ayant étudié les vues aériennes de reconnaissance avec ce grand clocher unique dans la région, le seul. Camouflés au pied du mur de la sacristie, ils seraient partis à l'étage pour investir l'église et le clocher, d'où ils auraient un super point de contrôle sur l'ensemble des routes aboutissant au village. Ils seraient également aux premières loges pour découvrir la force navale américaine et voir ainsi les unités amphibies sur la route numéro 2 du Marais inondé qui marcheront à leur rencontre. En ces instants de la nuit, il était un peu plus de 2h30 du matin. Le village est quasiment déserté par l'occupant allemand qui a préféré se regrouper auprès de la compagnie de commandement située dans le manoir de la Maillardière, à 500 mètres de l'église, sur la route de 40 ans. Alors qu'une patrouille de 4 soldats allemands fait laisser un de ses hommes blessés dans la maison du boucher, en face de la place, elle aperçut alors les ombres furtives de nos parachutistes entrer dans l'église. Les Allemands s'approchèrent, mais n'osant entrer dans l'église, se placèrent en embuscade de part et d'autre de la porte latérale, mais ces parachutistes n'en finissaient pas de ressortir. Trouvant certainement le temps long, et jugeant que l'attente serait malsaine, les derniers avions de transport survolant encore de temps à autre le village, la petite patrouille préféra s'en aller. Après avoir tiré une rafale dans la porte, les parachutistes s'engouffrèrent dans l'église. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, ce petit vestibule n'existait pas. On devine encore justement une trace de ces fameuses balles, juste là. Et après ce tir de mitraillette, les 9 parachutistes s'engouffrèrent dans l'église. Donc les 9 hommes se répartirent un petit peu partout dans l'édifice pour en prendre le contrôle, s'assurer qu'il n'y avait pas d'Allemands. Pour bien comprendre un petit peu la situation en 1944, il faut bien comprendre que ce vestibule n'existait pas. Et donc les balles vont être projetées à l'intérieur de l'église, immanquablement. Et une de ces balles va venir se ficher dans la châsse de Sainte-Thérèse, située juste à côté. Au moment du débarquement, la châsse de Sainte-Thérèse était située ici, à la place de l'Orgue, c'est-à-dire juste en face de la porte latérale. Ce qui est intéressant de noter, c'est justement sur la vitre de cette châsse, un impact de balle. Une des balles tirées par les parachutistes au moment de leur entrée dans l'église. Puis, comme convenu, les parachutistes se répartirent en 2 équipes. L'une d'entre elles devait s'assurer le contrôle de l'édifice et surtout tenir les moyens d'y accéder, que ce soit la porte principale ou la petite porte latérale. 4 parachutistes restèrent ici une partie de la matinée dans l'église, tandis que les 5 autres, les 2 sergents et 3 autres parachutistes, rejoignirent le clocher de par cette petite porte située tout à côté de Sainte-Thérèse. Et nous sommes en pleine nuit, aux alentours de 3 h du matin, donc les parachutistes vont s'apprêter à escalader l'escalier
en restant bien sûr sur leur garde. Donc à l'époque, la porte d'accès au clocher n'était pas fermée à clé. Donc les parachutistes, en montant l'escalier, en fait, arrivent à ce niveau, à cette première porte. C'est en inspectant cette partie des combles, nous sommes au-dessus du transept de l'orgue, qu'ils capturèrent les 2 observateurs allemands, qui n'étaient pas de redoutables guerriers, bien au contraire. Et de toute manière, qu'auraient-ils pu faire seuls, complètement isolés dans leur tour, avec un téléphone dont le film avait été sectionné? Rien d'autre que de se rendre. Après avoir capturé les 2 soldats allemands, l'équipe du sergent Cole poursuivit leur progression vers le haut du clocher. Donc là on arrive au-dessus des combles, au-dessus de la nef. Les parachutistes s'assurent que dans cet espace, pas d'Allemands. Mais les 2 prisonniers qui ont fait leur ont dit qu'ils étaient seuls, a priori, dans ce secteur. Donc en étant sur leur garde, ils s'assurent que tout est sous leur contrôle, qu'il n'y a pas un Allemand prêt à leur tirer dessus. Là il fait jour, mais il faut imaginer en fait de nuit, escalader un lieu inconnu de nuit, surtout cette fameuse nuit. Les hommes progressaient vraiment en étant sur leur garde. Ici, on est au-dessus de la nef. Et à droite, le transept latéral nord, au-dessus de la porte d'entrée de l'église. Aucun Allemand. Et l'escalade se poursuit méthodiquement. Nous arrivons au niveau des cloches. On n'est pas encore arrivé au sommet du clocher. Le plancher qu'on voit là, juste au-dessus, la coupole. Une petite salle où était justement aménagé le poste de guet des 2 Allemands. Et là aussi, au cours d'inspection, tout est en ordre. Plus les hommes montaient, malgré qu'il faisait nuit de pleine lune, je le rappelle, les Américains avaient un super point de vue pour contrôler l'ensemble du petit village. Nous sommes ici au niveau de la tour carrée. Donc en pleine nuit, les 5 parachutistes américains en fait commencèrent leur tournée d'inspection pour s'assurer que cette cour carrée était vide d'occupants allemands et commencèrent leur inspection méthodique. Ici, plein est, on peut découvrir au loin la pointe du Hoc d'ailleurs. Ici déjà, c'est un super point de vue de tous les alentours. On devine les marais juste en face de nous qui sont au niveau de la ville de Carentan. Et on va rejoindre la position face à la mer. Pour ces instants, on est aux alentours de 3h30, 4h du matin. Tout est calme, ou relativement calme. Le jour va pas tarder à se lever. Juste en face de nous, on devine les îles Saint-Marcouf. Et à Utah Beach se situe, on devine d'ailleurs un peu les dunes juste en face de nous.
en prenant la ferme située à 700 mètres ici, en ligne de mire. Et là nous arrivons au point culminant du clocher, un clocher qui a été construit sous le temps de Louis XIV, c'est-à-dire au XVIIe siècle. On devine encore sur les côtés certaines gravures plus ou moins anciennes, la plus récente, 1949, signée Dorfer. Une inscription 1944, mais sans nom particulier. Donc l'histoire est gravée sur ces pierres. Ils arrivèrent ainsi au sommet, et là non plus, sans avoir rencontré d'Allemands. La nuit était calme, et le jour n'allait plus tarder à se lever. Et nous arrivons dans la salle de la fameuse coupole. Donc là, on est au dernier étage du clocher. Cette coupole est très intéressante, parce que c'est là qu'était justement installée la chambre de guet, en fait, les deux guetteurs allemands. Et on peut y voir nombre d'inscriptions, plus ou moins anciennes, en particulier celle-ci, signée d'Émile, 1941, en pleine occupation. Et ce visage féminin, fait par l'occupant allemand pendant la guerre, sous l'occupation, l'année n'est pas indiquée, entre 1941 et 1944. Autre inscription datant d'occupation, Adolphe, anonyme, 1941. Une autre signature datée du 13 septembre 1941, signée Leclerc Alain ou Allen, et juste au-dessus, comme une note de musique, 1942. Autre dédicace intéressante, Éric Bayer, octobre 1943. Donc les deux guetteurs allemands ici étaient dans un univers bien particulier. Le poste de guet, c'est une salle de repos, une salle de travail, tout simple, il faut imaginer deux lits de camp, une table, deux chaises, de quoi se restaurer, se reposer. Bien sûr, le téléphone avec le fil qui rejoint le sol pour communiquer avec le commando. Lorsque le jour se leva, vers 5h15, les 5 Américains se mirent alors en position d'observation aux 4 horizons et attendirent la suite des événements. Dans quelques instants, ils seront les témoins du bombardement naval et aérien de la côte. Un spectacle qu'ils n'oublieront pas. Avec leurs jumelles, ils pourront même observer les barges d'assaut approchant du rivage. C'est dans ces instants critiques qu'ils aperçurent une moto chenillée Kattencrad allemande, venant certainement de la plage, avec un soldat aux commandes et un autre à l'arrière. Le conducteur s'arrête au niveau de la devanture du poissonnier, qui était alors une crèmerie. L'autre à l'arrière en descend et s'écroule soudainement, touché par des tirs provenant du clocher ou de la porte latérale, selon les récits des villageois témoins de la scène. Le conducteur de la chenillette, sans se retourner, appelle son camarade. Il veut alors reculer son engin, se redresse de son siège. Un coup de feu retentit, il s'écroule mortellement blessé. Le tir provenait de l'église. Une autre villageoise découvrira plus tard dans la matinée le conducteur mort, tandis que le moteur de la moto continuait de tourner. Hormis ces événements tragiques, la matinée se déroula sans anicroche notable. Le bourg était désormais sous le contrôle des parachutistes. C'est un peu avant 13h ou 14h à l'heure allemande, tandis que le premier char amphibie de la colonne, venu depuis la plage, arrivait à l'entrée du bourg. Le sergent Rogers et ses hommes déployèrent alors leur drapeau de reconnaissance de couleur orange. Quand soudainement un obus tiré depuis l'ouest frôlait le clocher. Comprenant la situation, ils n'eurent que le temps d'arriver au niveau de la tour carrée, qu'un autre obus percutait la tour au-dessus d'eux, occasionnant de sérieux dégâts. Des blocs de pierre s'effondrèrent sur l'église, perçant la toiture et recouvrant le plâtre, le clocher et le transept sud. L'horloge, touchée elle aussi, se figea. Il était 14h07 exactement, ou 13h07 heure anglaise. Le clocher fut transpercé par deux autres obus de 105 mm, projetant des pierres sur les toitures du chœur et du transept nord. La tragédie n'a duré que quelques minutes et aucun des parachutistes du clocher, ni même ceux retranchés dans l'église, ne furent blessés. Un miracle. Ces tirs provenaient en réalité de la batterie d'artillerie de campagne située au Ldi, à environ 900 mètres du clocher de Sainte-Marie-du-Mont. Cette batterie fut conquise au milieu de la matinée par 75 parachutistes de la 101e aéroportée, sous les ordres des capitaines Rothstein et Patch. Après avoir pris cette batterie, le capitaine Patch envoya alors son groupe de parachutistes dans le bourg de Sainte-Marie-du-Mont.
Observant la progression de ces hommes sous des tirs de mortier ennemi de plus en plus précis, et suspectant que l'ennemi dirigeait ses tirs depuis le clocher, le capitaine ordonna de retourner l'un des canons contre ce clocher. Ces tirs s'expliquent par l'absence de communication radio avec les autres unités aéroportées qui avaient été dispersées lors du parachutage, et notamment avec celles qui tenaient déjà le bourg, mais aussi par le fait qu'ils ne pouvaient avoir le drapeau de reconnaissance orange du clocher parce que déployé face à la mer, face à Utavić. La jonction entre parachutistes et les unités débarquées sur la plage devenait effective en ces instants critiques. La deuxième chaussée nécessaire à l'écoulement du trafic de la plage était alors sécurisée. David Rogers et ses hommes se reposèrent alors sur la place de la mairie, près du socle du poilu de la Grande Guerre, et rejoignirent en milieu d'après-midi leur unité dans ce fameux hameau du Holu. Un dernier acte se déroula un peu plus tard dans la journée. En milieu d'après-midi, le sacristain qui s'occupait de l'église était attaché en fait à nettoyer l'église de ses gravats. Il faut imaginer quand même plusieurs trous dans les voûtes. Et soudainement, il entendit tousser dans son église. Interpellé, il se rapprochera des professionnels et des bruits de tout recommencèrent. Discrètement, il préféra ressortir de l'église pour aller chercher du renfort. 2 policiers militaires américains faisaient la circulation à ce carrefour névralgique. Donc le policier militaire s'approche discrètement du confessionnal et par précaution tire une rafale. On voit encore justement les impacts de balles. Et précipitamment, 2 Allemands, les bras en l'air, se rendent. Cette vidéo vous a permis de découvrir en quelques minutes l'histoire de cette église et notamment l'histoire de son clocher le 6 juin 1944. Quand vous découvrirez cet édifice religieux, n'hésitez pas à soutenir l'association des Amis de l'Église dans son entreprise de restauration de cette église. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.